Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du 18 décembre 2020, dernière édition de l'année de notre émission hebdomadaire informative Hebdo. Et pour ne pas déroger à la tradition, nous sommes en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Pour analyser l'actualité de la semaine. Alors Guy, on revient sur un marché finalement qu'on avait peut-être un peu laissé tomber, qu'on pensait un peu mort, celui du desktop. Avec les terminaux portables et une alliance du côté des Chromebooks de chez Google. Alors, il est vrai qu'avec la pandémie, le marché des portables qu'on pensait un peu enterré, il ressuscite, si on peut dire. Je ne sais pas si on le pensait enterré, mais effectivement, il était un peu dormant. Et donc, on ne savait pas très bien comment ça évaluait, puisque d'autant qu'on avait un peu été échaudé par les netbooks. Vous vous souvenez des netbooks, ça devait être une nouvelle sous-catégorie de produits. Et puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, c'est un peu différent. D'abord, il faut voir dans cette alliance qui s'appelle The Modern Computing Alliance. Donc, il faut voir qui sont les acteurs. Donc, les acteurs, c'est Google. Donc, Google qui pousse Chrome OS. Dedans, il y a Intel qui va fournir la puce qui est Intel Inside, comme vous vous souvenez. Et puis, il y a tout un tas de gens de type Box, Slack, Zoom. En fait, des applications qui sont utilisées aujourd'hui couramment sur le cloud et qui ont été mis en avant avec la pandémie. On ne rappellera pas l'épisode de Zoom qui a multiplié par je ne sais pas combien son nombre de clients. D'abonnés, oui. Donc l'idée de cette alliance, c'est de pousser les Chrome Web, les Chromebooks, comme nouveau PC de demain. Et évidemment, ça correspond assez bien à l'évolution vers le cloud. On peut se demander finalement si tout est disponible sur le cloud, si le réseau, à la fois en filaire et en mobile, donc avec la 5G qui arrive, qui est déjà arrivée d'ailleurs, si le réseau est à la fois très rapide et puis sécurisé et puis offre toutes les garanties, on se demande finalement quel est l'intérêt d'avoir un PC hyper puissant sur son bureau. Oui, puis il y a plus des données qu'on peut perdre. Exactement. Donc c'est-à-dire que l'aspect gestion des données, l'aspect sécurité, tout ça, ça va être délégué à un opérateur, donc à un fournisseur qui prendra tout ça en charge de manière un peu plus sans doute efficace. Donc c'est pas pour demain. L'évolution va pas se faire, mais en tout cas il y a de bonnes raisons pour faire en sorte que cette alliance. Alors c'est une alliance à la fois marketing et commerciale pour l'instant. C'est pas une alliance technique. Donc, parmi les acteurs, il y a Dell. Donc, Dell est quand même un fournisseur de PC. Il est dans le top 5 depuis très longtemps maintenant, à des places différentes, mais en tout cas, aux toutes premières places. Donc, lui, finalement, il est peut-être un peu en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Néanmoins, effectivement, si ce marché décolle, il ne faut pas en être absent. Donc, il vaut mieux être présent sur les deux segments de marché, si je puis dire, au cas où. Donc, c'est à considérer en plus avec de l'autre côté la grande famille Microsoft avec Windows 10. Et donc fameuse nouvelle version Windows X. Alors peut-être pour nos lecteurs qui s'y perdent, Windows 10 X. Qui est prêt à sortir, il faut peut-être recadrer un peu les choses, parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. En fait, effectivement, Windows 10 X est une version allégée de Windows, complètement redéveloppée, donc complètement containerisée, donc une architecture moderne. Et puis le plus important, c'est que précisément, elle va permettre de configurer des PC bon marché, allégés, donc finalement quelque chose qui ressemble d'assez près à des Chromebooks. Donc pourquoi on en parle? Parce que et pourquoi cette alliance qu'on vient de citer finalement s'est mise en avant, c'est parce que de son côté Microsoft pousse ses pions. Il vient de lancer Windows 10 X en RTM. Donc RTM, c'est Release to Manufacturing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie la version qui est finalisée aux fabricants qui vont pouvoir configurer les systèmes et puis les livrer soit dans les magasins, soit directement pour les entreprises. Donc je dirais que tout ça est assez clair. Chacun pousse ses pions. Il y a deux univers qui vont se faire face. Maintenant, ce sera intéressant de suivre ça d'assez près. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans de nombreuses reprises. Les prochaines semaines. Alors Guy, on parlait de cloud, cette fois-ci, le cloud plutôt pour les entreprises, avec une nouvelle assez quand même intéressante, l'Alliance, Star Alliance, je ne fais pas de jeu de mots, qui est donc un regroupement de compagnies
dans lequel il n'y a pas Air France d'ailleurs, je crois. Non. Qui sont des compagnies concurrentes. Donc c'est ce qu'on appelle le code sharing notamment, qui permet de passer d'une compagnie à l'autre de manière transparente, décide de basculer son informatique, j'imagine commune, sur AWS et donc sortir de leur fameux cloud, leur data center interne. C'est ça, c'est exactement ça. Donc vous avez dit Star Alliance, c'est l'une des 3 grandes alliances des compagnies aériennes. Donc il y a Star Alliance, c'est la plus ancienne, c'est la plus importante. Alors dedans il y a Singapore Airlines, il y a United, il y a Turkish Airlines, il y en a 27 je crois. Donc c'est la plus importante, 4500 avions. Donc ça pèse assez lourd. Il y a SkyTeam dans laquelle il y a Air France et puis KLM. Et puis il y a OneWorld qui est la plus petite des 3, mais qui a des ambitions aussi très très élevées. Donc 3 alliances, en fait, l'idée c'est de mettre des programmes en commun. Chacun évidemment vit sa vie propre, et chacun est compagnie indépendante. On est à la fois concurrents et partenaires. Donc c'est un monde un peu compliqué dans lequel on est. Donc Star Alliance, évidemment, pour faire vivre ce partenariat à une informatique en propre, c'est pas l'informatique de chacune des compagnies. Il faut bien le comprendre. Parce que ça, ce serait... Alors pour le coup, on l'aurait sans doute mis en premier. Mais déjà que Star Alliance migre son informatique vers AWS, c'est quelque chose de très important. Évidemment, ça n'arrive pas au hasard. Le secteur aérien, c'est certainement un des secteurs qui est le plus touché par la pandémie aujourd'hui. Et l'objectif, c'est à la fois, je dirais, de faciliter ce partenariat. Et le cloud, pour ça, est l'outil idéal parce que, évidemment, comme les compagnies sont obligées de discuter entre elles, le faire sur le cloud, c'est plus facile. Et puis, le deuxième élément important, c'est la réduction des coûts. Et là, ils avancent une réduction des coûts de 25%. Donc, je dirais que c'est quand même, en cette période difficile, c'est bon à prendre, comme vous dites. Donc, c'est vraiment un mouvement très, très important. Et il est vraisemblable que des annonces de ce type-là, on en redonnera dans les semaines qui viennent. Alors, il y a autre sujet de la semaine qui, là, pour le coup, on est au début je pense que je vais qualifier de déflagration, c'est SolarWinds. Alors, c'est un acteur qui n'est pas très très connu, qui s'est fait pirater. Et SolarWinds, c'est un fournisseur de solutions pour les fournisseurs du secteur, en fait, pour les fournisseurs de logiciels, et qui donc il s'est fait pirater ses propres outils, et évidemment, on est en train de se rendre compte que tout ça influe sur la chaîne des fournisseurs. Alors, le premier le plus connu, c'était FireEye, qui est aussi un éco-fournisseur de de sécurité, mais j'allais dire la liste, c'est que le début de la liste. Oui, et c'est vraiment le tout début. Alors, comme vous disiez, SolarWinds n'est pas très connu, mais il l'est beaucoup plus. Pour être franc, moi, c'est un nom que je connaissais pas. Donc, il a le système qui a été piraté s'appelle Orion, et il a été piraté d'un malware qui s'appelle Sunburst. Donc ça, c'est pour le décrire un peu, planter un peu le décor. C'est une attaque qui a été décrite par Richard Clark, que j'ai écouté hier soir sur CNN, qui est l'ancien czar de cybersécurité de l'équipe Obama, qui disait que c'est la plus grosse attaque de cybersécurité de l'histoire. Alors évidemment, la cybersécurité n'a pas une histoire qui remonte à Mathusalem. C'est relativement récent, mais enfin, c'est quand même très, très important. Et il disait que on va en parler. Enfin, c'est pas qu'on va en parler, c'est que pour se dépêtrer de cette affaire, vu les conséquences importantes que ça va avoir, on en a pour plusieurs mois pour récupérer tout ça. Alors, les versions qui ont été attaquées par ce malware, c'est des versions qui ont été téléchargées entre mars et juin. SolarWinds a mis les patchs qu'il fallait, mais le mal est fait. Donc, qui a été touché, comme vous le disiez, c'est FireEye, qui est un grand acteur de la sécurité, qui travaille beaucoup auprès des institutions gouvernementales. Et puis, pas quasiment toutes, mais de très nombreuses agences gouvernementales américaines. Je crois que même Homeland Security, le département Homeland Security, a été attaqué. Donc c'est pour dire que c'est quand même un peu étonnant. Alors, ce Richard Clark disait que tous les documents qui sont classified, donc ou top secret, n'ont pas été piratés. Bon, et puis par exemple, toutes les informations qui sont liées à l'arsenal nucléaire américain n'a pas été piraté. Donc rassurez-vous,
rassurez-vous, les Russes, puisqu'il s'agit des Russes, hein, ils ont été clairement identifiés. Ils n'ont pas dit encore, ils n'ont pas nié encore en bloc le fait qu'il y ait eu cette attaque, mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Donc les Russes ne pourront pas, j'irais, détourner l'arsenal nucléaire américain. Bon, ça peut peut-être rassurer le lecteur, mais enfin, c'est vraiment une très très grosse attaque. Et c'est sûr que vous vous souvenez qu'on a reçu le président du SIGREF qui se faisait l'écho précisément du nombre d'attaques récurrentes en plus grand nombre et en intensité. Là pour le coup, on a atteint des sommets. Donc c'est vraiment. Et en plus, on voit pas forcément la solution de manière très claire et très évidente. Non. Alors, et on parle les agences gouvernementales et cette entreprise, la SolarWind, qui représente à peu près $1 milliard de chiffre d'affaires, donc bon, c'est important quand même. Fait état de 33 000 clients et 18 000 ont été touchés, donc plus de la moitié. Donc vous voyez que c'est quand même. Donc à la fois l'administration américaine et les entreprises privées vont être obligées de faire le ménage, et ça pendant un bon moment. À combien ça peut se chiffrer, ça j'avoue que... Suite au prochain épisode. Voilà. Justement, un pot de chiffres dit un rachat encore, cette fois-ci, d'un acteur de Venafi, qui est racheté par Thoma Bravo, qui vraiment, je vais dire, en ce moment fait des emplettes un peu... Oui. Alors les emplettes, c'est un mot faible, vu les montants en jeu. Des gros rachats. Des gros rachats, voilà, qui ont concentré le secteur, quoi. Oui. Et alors, en fait, finalement, on en parle presque plus parce que c'est Thoma Bravo que parce que c'est Venafi. Alors, bon, malgré tout, c'est un rachat qui valorise l'entreprise à $1,5 milliard $. Donc, c'est quand même significatif. Mais, comme vous le disiez, Thoma Bravo s'est fait une spécialité dans ce domaine de la cybersécurité, puisqu'il a racheté une trentaine d'entreprises, dont la plus importante, près de 4 milliards, c'est Sophos. Mais il y a eu Barracuda, il y a eu Veracode. Bon, c'est quand même un acteur de poids qui pèse lourd maintenant dans ce domaine de la cybersécurité. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va garder... Parce que ce genre d'investisseurs, en général, ils rachètent en bloc, ils peuvent revendre par appartement. Là, ce serait peut-être le contraire, c'est-à-dire ils rachètent des pièces d'un puzzle et puis il va combiner ça pour faire des choses, je dirais, un peu plus structurées. Donc, on verra, mais en tout cas, ça devient maintenant sans doute l'investisseur le plus important dans ce domaine de la cybersécurité. Alors, Guy, le sujet de la semaine que vous avez voulu mettre en avant, c'est... la Silicon Valley qui voit ses fleurons déménager, puisqu'on a appris que cette semaine, Oracle notamment déménageait au Texas, si j'ai bien compris, et ceci après que HPE lui-même soit parti du côté de Houston. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y en a d'autres. Il y a Palantir, alors bon, un peu moins connu, mais enfin quand même significatif. Tanium. Alors, est-ce que puis Elon Musk aussi, je crois, a fait une sortie. Voilà, Elon Musk. Mais alors, est-ce que il fait beaucoup de sorties. Oui, surtout dans l'espace d'ailleurs. Est-ce que c'est le début de la fin pour la Silicon Valley? Bon, faut peut-être pas aller trop vite en besogne. Mais néanmoins, c'est quand même HPE, donc issu de HP, c'est quand même avant la Silicon Valley, puisqu'on ne parlait pas de Silicon Valley. Oracle, c'est quand même un gros acteur de cette région. Alors, vous disiez, il va au Texas. Donc, effectivement, l'entreprise va au Texas. Et Larry Ellison, lui, il va une petite île qu'il a achetée à 98%. 200 millions de dollars 300 millions de dollars. 300 millions, j'étais un peu... donc, il possède 3000 habitants sur cette île, il en possède la plus grande partie. Et lui, il va s'installer là-bas, et il va piloter son entreprise en Zoom. Il l'a indiqué lui-même, il a mentionné Zoom. Donc, c'est quand même une évolution importante. Alors, les raisons de ce départ, il y en a certainement un certain nombre. La première, c'est que le coût en général, donc le coût de l'immobilier qui se fait sentir en ce moment, puisque finalement, je pense que toutes ces entreprises ont des locaux qui sont un peu vides finalement, importants, mais qui sont vides. Donc le coût en général et le coût de l'immobilier en particulier est très élevé. Le coût de la vie en Silicon Valley est très élevé également, et puis les transports. Bon, si vous avez voyagé un peu dans la vallée, par les deux grandes artères, c'est un cauchemar. C'est soit vous partez à 5h du matin, et encore. Donc c'est
ça, ce sont des raisons. Évidemment, tout ça fait que les salaires des développeurs sont absolument astronomiques. On en avait déjà parlé, mais on est à 150 000 $ par an, donc c'est quand même, ou peut-être même plus pour certains. Ouais. Et puis, vraisemblablement, il y a aussi des raisons politiques. C'est-à-dire que Larry Ellison, en particulier, n'a jamais caché ses penchants pour l'administration républicaine, Trump, républicaine, voire Trump. Elon Musk, c'est un peu pareil. Et donc, le fait d'aller au Texas, il y a un problème aussi que la Californie a à la fois un système fiscal assez lourd, enfin en tout cas un peu plus lourd qu'ailleurs, et puis une réglementation qui est plus importante. Réglementation au niveau environnemental, social, etc. Et tous ces gens-là sont plutôt des libertariens, donc en gros ils veulent vivre leur vie, faire ce qu'ils veulent, et ils veulent pas s'embêter avec tout ça. Donc est-ce que ces évolutions vont être suivies ces déplacements vont être suivis par d'autres entreprises? C'est pas impossible, parce que c'est quand même un mouvement qui est enclenché. On rappelle quelques chiffres. Donc la Californie, qui héberge la Silicon Valley, serait le 5e État, si on le comptait comme État en termes de PIB, et la Silicon Valley représente 10% du PIB de la Californie. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors, par exemple, on parle souvent des GAFA. 3 des 4 GAFA, ils sont hébergés en Silicon Valley. Oui. Donc, vous voyez que c'est important. Alors, est-ce que Apple va décider demain, ou Facebook après-demain, d'aller l'une à New York et l'autre à Austin au Texas? C'est pas sûr. Mais en tout cas, le mouvement est lancé. Et dernier point peut-être intéressant, en termes on disait est-ce que c'est le début de la fin? La Silicon Valley, en termes d'investissement de capital risque, ça représente 40% des investissements qui se font aux États-Unis en capital risque. Donc vous voyez que ça pèse encore, c'est quand même encore le gros poids lourd de. Puis toutes les grosses startups qu'on connaît dans le secteur. Et puis le système universitaire aussi, l'université de Stanford d'un côté, et puis de Berkeley de l'autre, et puis il y en a d'autres. Hein. Donc c'est tout un écosystème. Il y a Hollywood aussi quand même. Il y a Hollywood qui joue un peu un rôle quand même, mine de rien, dans cet écosystème de dynamique de la Californie. De la Californie. Qui en fait un territoire attractif et tout à fait. Ça va pas s'arrêter maintenant. La Silicon Valley, en fait, c'est pas si vieux que ça. Hein. Avant, c'était une vallée agricole avec des vergers. Si vous avez vu le film Chinatown, vous avez pu le voir. Mais donc les débuts, c'est l'inventeur du transistor. C'est pour ça qu'on l'appelle Silicon Valley. D'ailleurs, elle aurait dû changer de nom. Maintenant, elle devrait s'appeler Software Valley ou Intelligence Artificielle Valley, je ne sais pas. Mais donc l'inventeur du transistor qui crée un labo. Après, il embauche des gens de grand talent qui quittent pour fonder Fairchild. Et puis après, il quitte Fairchild pour fonder Intel en 71, donc on les a appelés les 8 traîtres d'ailleurs, et donc c'est Intel qui a été au début de cette histoire de la Silicon Valley, qui ensuite, évidemment, est devenu, s'est développé dans le domaine du logiciel de manière beaucoup plus importante que dans le domaine du silicium à proprement parler. Alors Guy, ça c'était pour le dossier de l'actu de la semaine. Un autre acteur historique dont on va parler, mais malheureusement de manière moins positive, c'est IBM. Et IBM France, dont le CSE s'inquiète du plan social à venir, qui serait finalement, selon nos confrères de China News d'ailleurs, beaucoup plus important que prévu. Oui, alors c'est effectivement l'intersyndicale donc se rebiffe. On avait parlé des annonces il y a quelques semaines, la séparation des deux entités, et puis je dirais les retombées dans les différents pays et en France. Et on parlait donc cette séparation en deux entités, dont l'une s'appellerait Newco comme d'habitude. Et donc à la faveur de cette réorganisation, c'est presque un quart de l'entreprise qui serait à la fois soit des départs volontaires ou des licenciements. Donc là, l'intersyndicale avait été évidemment choqué, on le sera moins, de cette annonce. Donc il se revif, et comme vous le disiez, il y a une réunion du CSE, donc Comité social et économique, le 21 janvier. Et donc il y a un appel à alors, grève, je ne sais pas si j'utilise le mot, mais en tout cas un mouvement social. Et donc, on suivra ça avec intérêt et en particulier l'arrivée de la nouvelle présidente d'IBM, avec le départ de Nicolas Sekaki. Elle récupère le bébé, si je puis dire. C'est pas forcément plus intéressant à faire. Ouais.
Très bien. Alors Guy, on finit notre émission et notre année par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors cette fois-ci, c'est plutôt des coups de gueule, disons clairement. Et d'abord, la fameuse panne de voilà. Google. Alors d'abord le mien, puis après le vôtre, je crois. En fait, le mien, c'est, on aurait déjà pu en parler la semaine dernière, mais c'est Google qui fait état d'une deuxième panne. Donc la première avait touché, quelques heures, avait touché l'ensemble des applications Google. Et puis là, la deuxième, c'est circonscrit à Gmail. Mais enfin, Gmail, c'est quand même une des applications phares de Google, qui était inaccessible pendant un certain temps. Je crois que c'est 2-3 heures. Bon, c'est pas très long, mais c'est quand même embêtant. Donc c'était soit ralenti, soit totalement inaccessible. Donc ça fait effectivement, ça fait un peu beaucoup. Néanmoins, c'est finalement, quel que soit le secteur, si vous prenez, on parlait du secteur aérien, parfois il y a des pannes, il y a des avions qui décollent pas. Vous prenez la SNCF, parfois il y a des trains qui arrivent en retard ou qui n'arrivent pas du tout. Donc je crois malgré tout qu'il va falloir vivre avec ce genre de choses. C'est inhérent à l'activité, à toute activité, même si on a les technologies les plus modernes. Mais alors je crois que vous en avez une qui est... C'est pareil, l'autre coup de gueule, c'est par rapport à l'e-shop d'Asus, qui est opéré par un prestataire qui s'appelle Ninepoint, et qui donc, là pour le coup, on suit de près, qui est une bonne illustration de tout ce discours autour de la transformation numérique. Donc commande il y a 4 semaines. Pas de visibilité sur le retour des cartes graphiques, puisque nos lecteurs le savent peut-être, mais en ce moment, il y a une pénurie de cartes graphiques du côté de chez Nvidia. Et bon, on sait très bien, comme vous dites, pour Gmail, les problèmes peuvent arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté humain, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir d'informations, pas de remontée d'informations, et là où un opérateur comme Google, je pense que nos lecteurs sont témoins, comme Amazon, extrêmement performant, avec un service client quand même tout à fait qualité. Là, on a affaire à un service client un peu, absent. Et donc, voilà, au-delà de la transformation numérique et des problématiques d'outils, il y a vraiment une logique de formation, je pense, dans le e-commerce. Et là, on a une bonne illustration des faiblesses éventuelles que peuvent avoir des opérateurs tiers. Bon, la suite, on attend. Oui, alors, où sont nos cartes graphiques, on ne sait pas. Mais le suspense, c'était... Bon, le suspense est à son comble. Vous allez peut-être avoir vos cartes graphiques dans vos souliers à Noël, c'est possible. Mais c'est sûr que, comme vous le disiez, il y a tout l'aspect technologique, infrastructure, technique, et puis il y a le service client. Et là, finalement, c'est des gens qui répondent comme ils peuvent. Et parfois, alors bien, et parfois mal. Et s'ils répondent bien, ça va, ça passe. Mais s'ils répondent mal ou s'ils répondent pas du tout, c'est là où ça devient franchement insupportable. Très bien, Maggie, je propose qu'on conclue notre émission là-dessus. Je souhaite à nos lecteurs, évidemment, de très belles fêtes de fin d'année et je leur propose de retrouver, non pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, pour une nouvelle édition de notre émission hebdomadaire Informatique News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle fête à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.